fonction du monde astral. Donc, nous continuons nos conférences et nos réunions par Skype jusqu'à temps que le problème du Covid soit réglé. Alors, on redonne la théosophie, comme d'habitude, évidemment, de manière impersonnelle, non dogmatique. Les idées sont proposées, ce sont des idées très anciennes. Madame Blavatsky les a redonnées à la fin du XIXe siècle, mais en fait, ces idées ont déjà été données maintes et maintes fois dans le passé, et on en retrouve la trace dans tous les grands enseignements religieux, dans toutes les grandes philosophies du monde. Évidemment, le langage peut être des fois difficile, surtout s'il est symbolique, mais néanmoins, ce sont les mêmes idées finalement. Et Madame Blavatsky donc l'a montré dans la doctrine secrète et dans d'autres articles. Voilà, donc ces réunions visent à redonner ces idées. Et bien sûr, nous sommes invités à poser des questions. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, il n'y a pas de questions idiotes. Et donc, ainsi, on peut avancer dans la meilleure connaissance des idées fondamentales de la théosophie et puis des bases, disons, de l'occultisme et de certains aspects particuliers. Alors, il y a des réunions donc le vendredi comme aujourd'hui, réunions donc qui sont des conférences avec environ une demi-heure d'exposé suivi d'une demi-heure de réponse aux questions. Donc, conférence des vendredis, donc à 20h15. Il y a aussi des réunions d'études le mercredi à 19h jusqu'à 20h dans la Bhagavad Gita et de 20h15 à 21h30 dans l'épitomée de théosophie. Et bientôt, nous allons reprendre l'étude de l'océan de théosophie. Donc pour le mercredi, il y a aussi les réunions du dimanche, mais c'est le premier dimanche de chaque mois seulement, premier dimanche de chaque mois, 17h30 jusqu'à 19h, avec une conférence, avec donc aussi toujours réponse aux questions. Et puis il y a des réunions également le premier et le troisième samedi du mois, dans la doctrine secrète, à 14h30. Donc premier et troisième samedi du mois. Nous allons maintenant, donc, avant d'écouter la conférence qui, rappelons-le, a pour titre « Sources et fonctions du monde astral », faire une courte lecture qui est extrait du chapitre 11 de la clé de la théosophie de Madame Blavatsky. Nous considérons karma comme la loi ultime de l'univers, la source, l'origine et le fondement de toutes les autres lois qui sont à l'œuvre partout dans la nature. Karma est la loi infaillible qui adapte l'effet à la cause sur les plans physiques, mental et spirituel de l'être. Comme il n'existe pas de cause qui n'implique son effet, grand ou petit, depuis une perturbation cosmique jusqu'au mouvement de votre main, et que des causes semblables produisent des effets semblables, karma est cette loi invisible et inconnue qui ajuste avec sagesse, intelligence et équité chaque effet à sa cause en reliant celle-ci à l'agent qui l'a produite. Bien que karma soit en lui-même inconnaissable, son action est perceptible. Nous allons maintenant entendre la conférence. Bonsoir amis, donc le sujet qui va nous intéresser ce soir est un sujet un peu mystérieux d'un côté, qui est assez métaphysique et qu'il faut éclairer à l'aide de l'approche que la théosophie donne et des clés qu'elle apporte qui sont indispensables, on va le voir. Et puis, c'est un sujet par ailleurs qui est un peu galvaudé, qu'on voit dans les magazines. Bon, l'astral, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont dites et sans beaucoup de réflexion philosophique, mais qui relèvent plus d'une espèce de recherche de l'occulte, une passion. Mais la théosophie apporte non seulement une connaissance concernant l'astral, mais également un certain nombre d'enseignements éthiques. On va voir, il y a plusieurs aspects qui sont très importants pour comprendre le fonctionnement de l'homme à l'intérieur de l'univers et donc comprendre un peu mieux l'univers, sachant que ce sont les mêmes lois qui fonctionnent aux différents niveaux, puisqu'on dit que l'homme est un petit univers, microcosme, à l'intérieur d'un grand univers, un macrocosme. Cosmos voulant dire
le contraire de ce qui est le chaos, c'est-à-dire, voulant dire ce qui est organisé. Donc il y a une organisation qui structure le système solaire, qui structure le cosmos dans son ensemble, et que l'on retrouve en changeant ce qui doit être changé, c'est-à-dire en termes d'échelle, au niveau de l'organisation de l'homme. Et on va voir que ça va nous mener assez loin, ça va nous mener à des considérations éthiques et aussi pratiques, en fait, quand on comprend comment fonctionnent les choses. Alors, ce sujet, disons-le, il est accessible grâce aux clés que la théosophie a apportées, en particulier quand on fait l'étude sérieuse et poursuivie de la doctrine secrète. On va s'appuyer, on va commenter un fameux diagramme que beaucoup de théosophes qui font cette étude connaissent, c'est celui du diagramme de la page 200 en anglais, du premier volume, et on va se baser nos explications à partir de ce diagramme qui est effectivement très évocateur et qui donne des clés de compréhension. Mais il faut aller au-delà et il va falloir tirer un certain nombre de conséquences. Il faut se retourner dans le passé, dans les traditions antérieures, en particulier le gnosticisme. On va évoquer des mots parfois un peu obscurs comme akasha, comme la lumière astrale. Soit dit en passant, la lumière astrale, on pense que c'est les martinistes qui ont inventé cette expression. Madame Blavatsky dit qu'en fait, c'est un terme qui vient des gnostiques, en fait. Les gnostiques, c'était ces sectes mystiques qui étaient assez secrètes, qui cherchaient à éviter d'être l'objet de persécutions dans les débuts de notre ère et qui ont donné un enseignement. En particulier, on connaît peut-être de nom, ne serait-ce que de nom, la Pistis Sophia, qui est en fait le fleuron de l'enseignement de ces gnostiques. Alors, la lumière astrale, on va voir en quoi elle est un terme qui vient de cette tradition des gnostiques et qui a été réutilisé après par les kabbalistes, qui a été utilisé au Moyen-Âge, qui a été utilisé en différents contextes. Et c'est intéressant de voir pourquoi ce terme de lumière astrale. Alors, il y a déjà une chose que la théosophie dit, c'est que le mot astral, alors ça c'est le dictionnaire, hein, ça veut dire, c'est en rapport, en relation à un astre. Un astre, en fait, alors le mot astre peut avoir deux significations, en fait. Ça peut être une planète dans le système solaire, et ça peut être aussi un soleil, en fait. C'est-à-dire en astronomie, les astres, ce sont les corps lumineux que l'on observe, en fait. Et quand vous regardez le soir le ciel, vous pouvez très bien voir Jupiter, vous pouvez très bien voir Vénus, qui sont des planètes qui ne sont pas des soleils, mais en fait, elles sont tellement lumineuses. Par exemple, Vénus, vous la voyez le soir, on va la voir juste après le coucher du soleil, ou le matin, juste avant, elle disparaît juste avant le lever du soleil. Donc c'est l'un ou l'autre, mais c'est évidemment pas les deux à la fois. Et Vénus peut paraître, de par sa clarté, comme un soleil. En fait, c'est une planète, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'un système, du système solaire, de notre système solaire, qu'elle appartient à la Terre, mais elle a un rôle particulier à jouer, et on va évidemment illustrer un peu plus ça ce soir. Alors, le mot astral donc, nous met en relation avec un astre, les étoiles, et la lumière astrale, en fait, on va voir qu'il faut distinguer la lumière astrale de ce qu'on appelle le corps astral ou les corps astraux, en fait. La lumière, c'est un concept qui est extrêmement important en termes métaphysiques. Pour expliquer la lumière astrale, il faut faire référence à ce que la théosophie définit comme le cadre dans lequel la vie se déploie. Alors, il faut juste faire un petit retour sur les principes fondamentaux que l'on connaît si on a écouté
vous participez à nos réunions d'études, on sait qu'il y a d'abord ce principe absolu sur lequel le mental se perd en spéculation. Il peut rien saisir si ce n'est que il faut le poser comme quelque chose qui est là. Ensuite, il y a évidemment dans cet absolu est un principe. Principe veut dire premier en latin, ce que l'on pose en premier. C'est-à-dire, en fait, si on veut, c'est l'hypothèse à partir duquel découle tout le reste. C'est pas autre chose, un principe. Alors, ce principe, il a des caractéristiques, si on veut, entre guillemets. Il est absolu, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité. Il est éternel, c'est-à-dire que le temps ne le limite pas, mais il est dans la durée éternelle. Alors, si on s'arrête là, la durée éternelle, ça veut dire qu'il a toujours existé dans le passé, contrairement à l'approche, disons, théologique, où on parle d'une création à partir de rien. La théosophie n'accepte pas du tout cette position théologique et dit qu'il n'y a pas de commencement absolu, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu quelque chose dans l'infini du passé quand on retourne en arrière, et il y aura toujours quelque chose dans l'infini du futur. Simplement, il faut voir que ça prend la forme d'une succession de mondes qui sont construits, qui sont structurés. On va voir, il y a des principales étapes, et ça va nous ramener sur notre sujet, évidemment, de l'astral, de la lumière astrale et des conséquences. Et puis, il y a ce qu'on appelle, qui est évidemment un concept fondamental associé, c'est-à-dire qu'il y a la durée éternelle, on vient de le dire, c'est-à-dire que cet absolu, il n'a ni commencement ni fin, mais à l'intérieur, entre guillemets, de cet éternel, il y a des cycles qui se succèdent. Ces cycles peuvent être d'une durée énorme. Alors, ce qu'on appelle la vie de Brahma dans l'approche de la philosophie hindoue, alors bon, ça se mesure avec un nombre de zéros qui effectivement qui dépasse l'entendement humain, mais qui veut dire un très 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 grand cycle, qui lui-même contient des sous-cycles, et lesquels sous-cycles contiennent encore des sous-cycles, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à l'espèce de ce qu'on appelle le moment, en fait, qui est une unité qu'on retrouve par exemple dans les aphorismes de Patanjali. De ça, j'arrive à sentir, à saisir la division ultime du temps, c'est-à-dire cette unité d'état de conscience, c'est-à-dire de perception de la conscience. Mais ça veut dire que les cycles sont associés à des états de conscience. Mais ça n'est pas la durée qui est découpée, ce sont des constructions de perception qui sont de plus ou moins courte durée. Alors, par exemple, on dit qu'effectivement, le système solaire, pour la science, d'après leurs spéculations, leurs calculs, il va durer encore quelques milliards d'années et qu'il a quelques milliards d'années derrière lui. Pour la théosophie, la vision est correcte, en fait, c'est-à-dire que le système solaire est né à un moment donné à partir de la matière, la Voie lactée, enfin un processus de condensation, de tourbillon qui a condensé la matière, etc. Et qu'effectivement, il sera amené un jour à faire comme les astronomes observent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va exploser, en fait, il va expulser toute sa matière qui aujourd'hui est à l'intérieur de son domaine, son règne, en fait. Le système solaire est comme un règne, comme un domaine qui appartient au Soleil, et effectivement, il va exploser, et les fragments vont donner naissance à des comètes qui vont progressivement ensuite redonner naissance soit à un Soleil, soit effectivement à des planètes qui vont être captées dans un autre futur système solaire. Donc en fait, cette notion de cycle appartient à ce qu'on appelle la manifestation, c'est-à-dire en fait des consciences à différents degrés qui observent des phénomènes de la vie et qui agissent sur ces phénomènes. Alors est-ce que ça nous éloigne en fait dans l'évangile de Jean, on se souvient de cette phrase
la lumière qui brillait dans les ténèbres et les ténèbres ne la comprenaient pas. En fait, il faut garder en tête que si maintenant on essaye de passer de cet absolu sur lequel on ne peut rien dire et qu'on essaye de comprendre qu'en fait, la vie se manifeste par pulsation, par rythme, et qu'il y a l'expression d'un univers construit qu'on appelle manifesté, et on va voir un peu ce que ça veut dire plus en détail, parce que c'est directement en rapport avec ces définitions de Akasha, de lumière astrale, de la Terre et des relations de ces différents aspects entre eux. En fait, on a là l'idée d'un processus d'expression, si on veut, comme un germe qui va pousser une plante. Alors on va planter par exemple une graine de lotus dans la terre. Elle va finalement s'ouvrir, faire pousser une tige qui va monter finalement, qui va traverser l'eau boueuse et puis qui finalement va faire une fleur qui va s'épanouir au soleil et qui va s'ouvrir en direction du soleil. Alors en fait là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre les différentes phases de la construction, de l'épanouissement d'un univers et de ce qui quelles sont les lois qui sont des lois universelles qui sont derrière et qui sont cachées derrière tous ces mots en fait. Alors la lumière de l'évangile de Jean qui brillait dans les ténèbres, alors Platon dirait le logos en fait, on dirait en fait ce pouvoir. Pour la théosophie, il y a ce qu'on appelle le logos non manifesté, c'est-à-dire en fait c'est le triple aspect du divin, c'est-à-dire l'aspect créateur, l'aspect préservateur et l'aspect destructeur, qui lui-même va boucler la boucle et va redonner des éléments pour reconstruire une nouvelle création. Donc en fait, c'est un cercle, c'est un triangle qui tourne sur lui-même et qui va finir par repasser par ces états, ces différents états. En fait, cette lumière, c'est évidemment un concept métaphysique, c'est l'idée qu'il y a de toute éternité, dans l'éternel, quelque chose qui correspond à cette espèce de germe qui est porteur de quoi? Qui est porteur, comme tous les germes, de promesses, de construction, de structure, d'organisation. Et donc, aussi bien l'homme que le système solaire, que l'univers, a été construit à un moment donné à partir d'un germe contenu dans cette lumière. Alors on dit que cette lumière qui brillait dans les ténèbres, en fait, elle est éternelle et elle contient, c'est la conscience divine qui n'est pas agissante, mais qui va servir de source. Donc quand on pose la question, quelle est la source de l'astral? Ben, la source de l'astral, si on remonte in fine en termes métaphysiques, c'est effectivement ce triangle que l'on voit illustré dans la page 200 de la doctrine secrète, et qui est effectivement ce que Madame Blavatsky appelle les trois plans supérieurs du cosmos septénaire, le monde divin et sans forme de l'esprit. Alors, ces plans supérieurs, elle dit par ailleurs dans la doctrine secrète, elle dit en fait que supérieur ne veut pas dire que c'est supérieur au sens quand on lève les yeux vers le ciel, mais en fait ce sont des mondes ils sont supérieurs en termes de qualité ou d'essence. Donc il y a de toute éternité, dans l'éternel, il y a ces modèles qui sont là. Et ça appartient à ce monde du divin et qui est sans forme. Sans forme, évidemment. Bon, on ne va pas rentrer trop dans la métaphysique, mais ça veut dire que à ce stade-là, il n'y a pas de forme et que ensuite, ces trois premiers plans qui sont indiqués dans ce diagramme sont l'ancrage des plans qu'il y a en dessous, des quatre plans inférieurs,
Et ces 4 plans inférieurs, on les appelle, dans notre langage, Madame Vlassky les appelle l'univers manifesté, mais qui va se sous-découper en 3 plans que les gnostiques appelaient le ciel médian ou intermédiaire. Et puis, bon, effectivement, c'est le domaine de Sophia Hatshemot qui va être dans lequel elle va donner naissance à 7 fils qui sont les constructeurs qui vont permettre l'apparition de la Terre. Alors, dans le diagramme, on remarque effectivement que ces 3 plans sont, voilà comment elle les appelle. Le premier, c'est-à-dire, en fait, quand on descend d'en haut, on en a 3. Le 4e s'appelle le monde archétypique. Et alors, c'est intéressant parce qu'elle fait une note pour expliquer ce qu'il faut comprendre par archétypique. Elle dit, c'est pas au sens platonicien du terme, c'est-à-dire le mental, c'est-à-dire le monde du divin tel qu'il existait dans la divinité, c'est-à-dire en fait dans le principe absolu, mais enfin on peut dire ce qui correspond à ce monde de l'esprit, mais plutôt comme un monde archétypique au sens d'un monde qui est fabriqué, mais qui est fabriqué comme un premier modèle. Donc les archétypes, arché, ça veut dire ancien en grec, ça veut dire, c'est donc un modèle, typos, un modèle qui est ancien. Et c'est en fait quelque chose qui est une référence qui est faite en premier et à partir duquel il va y avoir un travail de refaçonnage. Et ce travail, effectivement, est fait par ces 7, alors on les appelle les cosmocrators, qui veut dire en fait des constructeurs du cosmos, de l'organisation. Alors bien entendu, il y a des lois qui guident tout ça, parce que pour la théosophie, rien n'est laissé au hasard et tout rentre dans le cadre de la loi en fait. La loi, c'est-à-dire avec un grand L, c'est-à-dire en fait les lois de la vie, de l'univers qui sont uniformes et qui viennent du monde de l'esprit. Et que ce qu'on appelle la lumière astrale, ou ces 3 plans intermédiaires, avec, là on voit à chaque fois qu'il y a une bipolarité en fait, la bipolarité apparaît là, avec ce qu'elle appelle les globes A et G, et puis B et F, et puis C et E, et puis ensuite il y a le globe D, on va revenir là-dessus. Et donc on a une bipolarité, sauf sur le dernier, le globe D, qui lui contient les deux en fait. Et il est un peu à l'image de ce monde divin, donc qui lui donne une position particulière pour l'homme et la vie qu'il a sur ce globe, puisque nous sommes actuellement sur ce 4e globe quand on descend par la gauche, par A, B, C, et D, c'est la 4e marche. Alors la lumière astrale, ce qu'on entend par le terme la lumière astrale, elle dit c'est en fait ces 3 plans intermédiaires. Alors le premier, on vient d'en parler, c'est-à-dire c'est le monde archétypique. Le deuxième, c'est-à-dire en fait c'est, si on veut, le 4e. Le 5e, c'est ce qu'elle appelle le monde intellectuel ou créateur en fait. Le 6e, c'est le monde substantiel ou formatif. Et puis le 7e, c'est le monde physique ou matériel. Donc c'est là où il y a la Terre sur laquelle nous sommes, c'est-à-dire en fait, quand on dit la Terre, ce sont nos états de conscience sont centrés sur ce globe-là, quand on est à l'état de veille, évidemment, quand c'est dans les états de sommeil ou entre deux incarnations, on n'est pas forcément centré, bien sûr, sur ce globe D, mais on est probablement en rapport avec des globes plus intérieurs. Alors, on a cette définition de la lumière astrale. Alors, les choses
si on veut parler donc de la source de ces mondes astraux, en fait, donc on voit bien qu'il y a 3 mondes, en fait, ou si on veut, il n'y en a pas 3, mais il y en a 6, en fait. Donc ça donne déjà une idée de la complexité que la théosophie introduit dans l'histoire. Et Madame Blavatsky, on va faire une parenthèse, on ne s'étardera pas trop là-dessus. Et Madame Blavatsky, dans les Transactions, à la page 96 en anglais, dit que celui qui a des facultés de clairvoyance, mais qui n'est pas passé par la discipline spirituelle, est en fait, d'une certaine manière, il est comme noyé dans un océan d'autodéception et d'hallucination. Parce que ces plans, et là c'est une chose qu'il faut dire, qui est en fait ce sont des plans de réflexion. C'est-à-dire que si vous prenez le premier plan manifesté, c'est-à-dire celui sur lequel il y a le globe A et G, qui est le 4e après ces 3 mondes de l'esprit, en fait, il reflète les idées qui sont dans la conscience universelle, mais réfléchies, ou si on veut, renversées en fait. Alors, c'est intéressant parce que quand on pense au symbole que Madame Blavatsky a adopté pour ce mouvement théosophique qu'elle a fondé en 1875 avec d'autres, on voit bien qu'il porte un double triangle. En fait, on appelle ça le sceau de Salomon, ou etc. Mais enfin, ce n'est pas le Salomon qui l'a inventé, c'est bien plus antérieur. Ça s'appelle, en fait, c'est un symbole qu'on trouve déjà chez les anciens hindous, en fait. C'est le symbole en rapport avec Vishnu, en fait. Et on voit qu'il y a un triangle avec la pointe vers le haut, qui est un triangle blanc, et puis sa réflexion qui est imbriquée, qui est un triangle vers le bas, la pointe vers le bas. Donc, on peut dire c'est l'illustration de cette phrase qui est connue en occultisme, c'est que le daimon, le démon, encore une fois, il ne faut pas avoir une notion théologique, mais que la réflexion, le triangle vers le bas, c'est le triangle associé à la matière, qui est un reflet, mais réfléchi vers le bas, du triangle vers le haut, qui est le triangle de l'esprit. Et dans ce symbole qui est là, on voit qu'il y a une imbrication. Il y a la source de vie qui est au centre, qui est cette croix pensée égyptienne qui est au centre, et il est impossible de retirer ce triangle de la matière sans tirer en même temps celui de l'esprit, parce qu'ils sont imbriqués en fait. Donc ces six aspects représentent cette imbrication et ce processus de réflexion. En fait, quand la réflexion se fait, l'archétype est tourné vers le bas en fait. Alors c'est une des sources il y a plusieurs sources sur lesquelles Madame Blavatsky attire notre attention et qui est créatrice d'illusions. C'est que d'abord, on le voit, notre conscience fonctionne sur le plan de veille, mais on voit bien qu'il y a 6 mondes intérieurs qui peuvent être à l'origine d'informations ou de mémoire en fait. Et puis, il y a le fait que il y a ce processus de réflexion qui fait partie de la manifestation. Quand un archétype, on va développer cette idée, mais quand un archétype se réfléchit, effectivement, il y a un processus et donc il faut, pour pouvoir lire sur ce plan-là, il faut corriger l'image qui est sur le plan en question qu'on veut explorer pour avoir une information correcte. Donc, Madame Blavatsky dit, le clairvoyant ordinaire, il est complètement noyé dans un océan d'illusions, en fait. Alors maintenant, on va développer un peu quelles sont les fonctions. Alors avant de développer les fonctions, un dernier point aussi qui est très important, c'est que ce qui correspond à ces 3 plans de l'esprit,
on l'a dit, ce sont des plans éternels, c'est-à-dire qu'ils durent une période tellement grande qu'effectivement, Oui, il y avait un extraterrestre là qui pose des questions. Oui, on entend. Là, non, ça ne marche pas. J'ai une question, mais il y avait une autre personne qui voulait. Oui. est-ce que, juste un conseil, est-ce qu'on peut éviter de toucher le bouton d'enregistrement et d'arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît? Merci. Oui, la question. Oui. Bon, je vais poser ma question. Qu'est-ce qu'on peut tirer pratiquement du fait qu'il est dit que la lumière astrale est en train de régénérer entre Noël et Pâques et que voilà, donc il y a un renouveau et nous, comment est-ce qu'on peut profiter? Comment profiter, entre guillemets peut-être, comment profiter du renouveau de la lumière astrale entre Noël et Pâques? Eh bien, en faisant des vœux, mais des vœux pas passifs, pas en disant j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ceci, mais des décisions de s'améliorer. Donc là, effectivement, on sera aidé en quelque sorte par cette tendance. Hein. Disons que c'est comme quand on a le vent dans le dos. Hein. À part que, là, une fois, on ne peut pas être vraiment passif, mais il s'agit d'être actif, d'être volontaire, et à ce moment-là, il y a une réponse donc à cet élan. Il y a une réponse, ça vient plus, les résultats se font plus facilement en quelque sorte. C'est relatif, évidemment, bien sûr, on s'en aperçoit hein, chaque année, parce que dès qu'on veut changer, eh bien en nous, il y a évidemment le vieil homme qui se revive, mais néanmoins, on a de meilleures chances de triompher, en quelque sorte, si on peut bien comprendre ce qui est dit. D'autres questions? Il y a une question dans la conversation. Il y a une question dans le chat. Oui. À propos de la notion de filtre pour empêcher d'être submergé et de devenir fou, quelle est la ligne de démarcation il y a entre ce qu'on qualifie de folie et de génial? Alors, quelle est la ligne de démarcation, ce qu'on qualifie de folie et de génial? La ligne de démarcation, eh bien, c'est l'être humain adulte et responsable et maître de lui-même. C'est l'être humain dont on parle comme de quelqu'un qui a une bonne santé morale, bonne santé psychique. Voilà, mais bon, c'est une référence. Cette ligne de démarcation, elle peut être semblait affaiblie par moments, parce qu'effectivement, on peut avoir toutes sortes d'idées qui font irruption et qui sont des idées qui n'ont pas de développement spirituel ou responsable. Mais enfin, c'est ce fameux préconscient dont parlaient les psychanalystes. Il y avait le conscient, l'inconscient et le préconscient. Et le préconscient est réputé donc avoir une sorte de rôle de filtre. Maintenant, encore une fois, ça dépend beaucoup de notre attitude intérieure, selon qu'on se laisse passivement bercer par toutes sortes d'idées, toutes sortes d'impressions, toutes sortes d'images, ou selon que l'on maîtrise, que l'on prend les choses en main et que l'on va plus résolument vers le spirituel. C'est nous-mêmes qui déterminons en fait la ligne de démarcation et qui nous pouvons nous cheminer vers le génial. Oui, nous possédons tous en nous le germe du génie. C'est plus qu'un germe, puisque en fait, bon, l'esprit est là. Hein. Voilà, donc il s'agit de se hisser intérieurement jusqu'à
une zone où on peut voir clairement, intelligemment l'univers, ce que nous racontons là, en théosophie. Tout ce que nous disons a été vu, compris, vécu par des êtres avancés, qui étaient des hommes comme nous au départ. Une question de Pascal. Oui. Oui, j'aurais voulu savoir quelle était la différence entre Akasha et lumière astrale. Alors la différence entre Akasha et lumière astrale, alors selon les textes, on peut trouver effectivement des endroits où c'est synonyme. En fait, finalement, comme à un moment donné, certains mots ont été précisés, et disons que la lumière astrale est la partie inférieure de l'Akasha, qui représente plus la substance dans son ensemble. Donc, de toute façon, il y a 7 plans et chaque plan est divisé en 7. Il y a 7 sous-plans, donc ça fait 49 sous-plans. Donc ça devient très complexe, évidemment. On peut se reporter avec avantage au texte Les transactions de la Blavatsky Lodge, en particulier dans les pages, disons, 94-96. En fait. Voilà. Page 94-96 des transactions de la Blavatsky Lodge. En anglais ou en français? Non, en anglais. En anglais. Voilà. Et puis il y a d'autres endroits où on peut trouver des références sur ces mots-là, bien sûr dans le glossaire, évidemment. C'est une question. On trouve chez Aristote, par exemple, ou peut-être aussi chez d'autres, une certaine stratification du principe de causalité selon le plan où se manifeste l'action des entités spirituelles ou autres. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Par exemple, nous sommes sur le plan physique, donc on parlera d'une causalité physique ou matérielle, et sur des plans supérieurs, on parlera de causalité instrumentale ou efficiente, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur la causalité? Donc, évidemment, on ne peut pas parler de causalité sans parler de loi de karma et sans parler du grand dynamisme universel qui est celui de l'esprit. Il n'y a qu'un seul dynamisme qui gère tout harmonieusement, fondamentalement. Et nous avons le pouvoir, en quelque sorte, de générer des causes qui vont à contrario de la grande harmonie. Mais en fait, cette grande harmonie, comme on l'a dit tout à l'heure, elle se rétablit toujours. Et c'est ça la loi de karma. Mais il y a effectivement des choses qui viennent d'autres plans. Il peut y avoir des entités qui nous influencent à partir d'autres plans. Et nous-mêmes, qui sommes-nous? Nous sommes un être spirituel, et nous ne sommes conscients sur le plan physique que par l'intermédiaire du corps astral, et plus profondément du mental. Donc nous sommes un être spirituel, utilisons donc des instruments, et nous générons nos causes et nos effets, donc, forcément, par ces intermédiaires-là. Nous recevons des choses par ces intermédiaires-là, et nous agissons par ces intermédiaires, voilà, dans un dynamisme qui est constant, parce qu'on ne peut pas ne pas agir, finalement. La nature nous pousse à agir. Tout est dynamique, toute la vie est dynamique. La conscience est dynamique, comme il est dit dans la première proposition fondamentale. D'autres questions? Voilà, là on est au stade de l'idéation pré-cosmique et bientôt il va y avoir une question. Alors j'ai une question. Comment Judge parle souvent d'intoxication astrale quand il parle du poids des influences
dans ce monde intermédiaire. Pourtant, comme on dit, ce monde est nécessaire. Alors, comment se rendre compte qu'on est baigné dans ce psychisme et qu'on est quelque part tous plus ou moins intoxiqués? Et comment faire pour sortir de cela d'une manière pratique? Comment sortir d'une certaine intoxication astrale que nous pouvons tous ressentir, plus ou moins? Eh bien, en conquérant ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de l'arbitrage, c'est-à-dire le discernement le plus sûr possible, eh bien, il s'agit, ça se conquiert, c'est une liberté intérieure qui se conquiert comme toute liberté. Hein. Il s'agit en fait, d'aspirer fondamentalement et résolument à la vérité, quelles que soient les conséquences en quelque sorte pour nous, parce qu'évidemment, ça peut remettre en question un certain nombre de choses. Et donc, ça peut nous gêner. On dit des fois qu'on utilise son libre arbitre, mais on ne l'utilise pas forcément pleinement. On ne l'utilise pas forcément pleinement et on a tendance à pencher toujours du même côté. Mais là, il s'agit de l'utiliser donc sur la base d'une aspiration à la vérité, quelle que soit la vérité. Voilà, donc il s'agit d'être résolu. Mais bien sûr, encore une fois, déjà à ce stade, le vieil homme peut réagir et nous bousculer ou bien nous insinuer des choses, voilà, donc voilà, sous forme de remise au lendemain, par exemple. Voilà, donc ça dépend vraiment d'une volonté éclairée par le fait que ce discernement est possible. Bonjour Roger. D'autres questions? Une seule, une dernière d'ailleurs, avec une courte réponse. Oui, Germain? Oui, on nous a aussi dit dans l'exposé que la vie commençait à se développer sur ce plan astral avant de se manifester sur le monde physique. Alors, quand on voit par exemple aujourd'hui en Occident, comment dire, les gens qui réclament une certaine liberté pour les avortements comme une espèce de liberté de choix. Par rapport à ce qui a été dit dans la conférence, est-ce que, comment dire, est-ce que l'avortement a un impact sur le développement de la vie intérieure? Est-ce que l'avortement a un impact sur le développement de la vie intérieure? Pas vraiment, bien évidemment, mais pour la théosophie, il vaut mieux ne pas avorter. On interrompt un processus naturel qui était en train de s'installer, avec donc un corps astral sur lequel se basait le corps physique pour se développer en quelque sorte. Donc ça ne chamboule pas fondamentalement la vie intérieure, mais ça interrompt un processus naturel. Donc il faudra recommencer ailleurs, retrouver donc une autre, ou la même peut-être, une autre mère, en quelque sorte. Voilà, eh bien il nous faut arrêter maintenant puisqu'il est l'heure. Nous vous invitons à revenir pour les prochaines réunions. Voilà, en attendant, eh bien, bonne soirée.